Donc il existe trois lois de Kepler. La première loi et la deuxième loi, ce sont des lois qualitatives. La troisième loi de Kepler, c'est une loi quantitative. Alors, que dit la première loi de Kepler? Eh bien, la première loi de Kepler, elle dit que les planètes décrivent des orbites elliptiques dont le Soleil occupe l'un des foyers. Alors, première chose, c'est je vous demande de recopier ça sur votre cours parce que il faut connaître cette loi, comme les deux autres d'ailleurs. Et donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une ellipse et qu'est-ce que c'est que le foyer d'une ellipse. Alors, le mot ellipse, c'est un mot technique pour finalement dire un ovale. Hein. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ressemble à un cercle, mais qui est aplati au niveau des sommets et un peu plus large au niveau des côtés. Alors, je vais vous montrer ça directement sur une animation GeoGebra pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, voici une ellipse qui est dessinée donc avec le logiciel GeoGebra que je pense que vous connaissez. Alors, une ellipse, c'est formé à partir de deux points qu'on va appeler les foyers de l'ellipse. Un foyer, c'est le point A ici. Un autre foyer, c'est le point B là sur l'écran. Et puis, il me faut un troisième point que je vais appeler D, voilà, et que j'ai positionné quelque part sur mon écran. Et donc, qu'est-ce que c'est une ellipse? Eh bien, une ellipse, c'est l'ensemble des points pour lesquels, en fait, la distance AD plus DB est constante. Donc là, si vous regardez, la distance AD, elle vaut à peu près 7,5, hein, 7,5. La distance DB vaut environ 5,5. Si on fait la somme des deux, 7,5 plus 5,5, ça fait 13. Si je déplace en fait mon point D sur l'ellipse, eh bien, vous voyez que la somme des distances AD plus DB reste toujours constante. Là, ça fait 9,7. Si je lui rajoute 3,3, eh bien, je retombe de nouveau sur 13. Et ainsi de suite, ok? Où que je me place en fait sur l'ellipse, hein, la somme de ces deux distances fera toujours 13. Donc là, par exemple, dernier exemple, AD vaut 7. Ici, DB vaut 6. La somme des deux, ça fait 13. Alors, donc maintenant, cette histoire de foyer. Donc, on a dit que A et B, c'est ce que l'on appelle les foyers de l'ellipse. Et donc, en fait, c'est l'équivalent du centre O pour le cercle. Et donc, regardez ce qui se passe quand je diminue, en fait, la distance entre A et B, c'est-à-dire quand je rapproche les foyers de l'ellipse entre eux. Alors, je rapproche les foyers. Et donc, première chose qu'il faut voir, c'est que plus vous rapprochez les foyers, et plus votre figure géométrique ressemble à quoi? À un cercle. Et donc, dans le cas particulier où A et B sont confondus, c'est-à-dire que la distance entre les deux foyers est nulle, voilà, là, eh bien, dans cette situation-là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai un cercle. Et donc, du coup, la distance entre les deux foyers qui sont confondus, hein, et le point D ici, là, eh bien, dans ce cas particulier, la distance est toujours la même. Voilà, et donc ça, c'est ce que l'on appelle le rayon du cercle. Ok? Donc, du coup, en fait, il faut retenir qu'un cercle, c'est un cas particulier d'ellipse. C'est le cas particulier où, en fait, les deux foyers sont confondus en un seul et même point qu'on va appeler O. Et donc, deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que si ces deux foyers sont de plus en plus éloignés l'un de l'autre, comme c'est le cas ici là sur l'image, là vous voyez, j'éloigne le A et le B, et bien en fait, mon ellipse, elle devient de plus en plus aplatie sur les sommets et de plus en plus large sur les côtés. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir, on vous en demandera pas forcément plus. Un petit mot de vocabulaire qui quand même peut être utile à un moment donné. À un moment donné, on parlera en fait de demi-grande axe d'une ellipse. Alors, qu'est-ce que c'est que le demi-grande axe d'une ellipse? Eh bien, une ellipse, elle a un centre. Hein, le centre de l'ellipse, il est à peu près ici. Eh bien, le demi-grand axe, c'est cette distance-là. Je vais voir si j'arrive à le dessiner. Voilà. Hop, de là jusqu'ici. Je vais essayer de colorier pour que ça se voie un
un peu mieux. Couleur rouge. Voilà. OK. Donc, tout le monde voit la distance EF que j'ai dessinée sur mon écran. Eh bien, ça, c'est ce que l'on appelle le demi-grand axe. OK. Parce que, évidemment, si je prends toute la longueur, si je vais de F jusqu'à l'extrémité ici de mon ellipse, ça, c'est ce que l'on appelle le grand axe. Si vous partez uniquement du centre et que vous allez jusqu'à un côté de l'ellipse ici, ça, c'est ce que l'on appelle le demi-grand axe. Pour votre information, sachez qu'il existe également ce que l'on appelle le petit axe de l'ellipse, mais nous, on ne s'en servira pas dans le cours de physique. Mais bon, je vous dis quand même ce que c'est. Le petit axe de l'ellipse, c'est la distance qui part en fait du sommet de votre ellipse, qui passe par le centre de votre ellipse et qui arrive jusqu'au minimum. Voilà, la distance GH sur ma figure, ça c'est le petit axe de l'ellipse. Et donc le demi-petit axe, eh bien ce sera la distance de G au point E ou la distance du point E au point H. Voilà. Mais nous, on se servira en fait que de la distance EF, c'est-à-dire ce que l'on appelle le demi-grand axe de l'ellipse. Voilà. Maintenant, nous allons parler de la deuxième loi de Kepler, que l'on appelle également la loi des airs. Que dit cette deuxième loi de Kepler? Cette loi affirme que le segment de droite reliant le Soleil à une planète balaye des airs égales pendant des durées égales. Alors, première chose, c'est comme tout à l'heure, vous allez recopier cette loi dans votre cahier. Et maintenant, je vais vous l'expliquer un petit peu, tout d'abord avec à partir d'une image fixe et ensuite à partir d'une animation. Alors, commençons avec une image fixe. Alors, voici une ellipse et donc on va supposer que nous avons en fait une planète, voilà, qui se déplace donc autour du Soleil en suivant une trajectoire elliptique. Sur cette image, vous avez deux surfaces qui sont notées A et B et qui ont été coloriées avec des couleurs différentes. Et donc, on va partir du principe que ces deux surfaces-là, la surface A et la surface B, elles ont la même R, c'est-à-dire A égale B. Okay, on suppose que ces deux surfaces-là ont la même R. Alors, à ce moment-là, si ces deux surfaces ont la même R, le temps que met une planète pour aller du point P4 au point P3, il est identique au temps que met la planète pour aller de P1 à P2. Okay? La durée pour aller de P1 à P2 est identique à la durée que met la planète pour aller de P4 à P3. Et cela a une incidence sur la vitesse à laquelle la planète va se déplacer autour du Soleil. En effet, vous voyez bien sur l'image que la distance P4, P3, elle est plus petite que la distance P1, P2. Cependant, le temps pour aller de P4 à P3, il est le même que pour aller de P1 à P2. Donc, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est que pour aller de P1 à P2, la planète doit se déplacer plus vite que pour aller de P4 jusqu'au point P3. En clair, ça veut dire que plus une planète est proche du Soleil, et plus elle se déplace vite. Plus elle est éloignée du Soleil, et plus la planète se déplace lentement. En quel point de la figure notre planète aura la vitesse la plus élevée? Eh bien, en ce point-là, c'est le point le plus proche par rapport au Soleil, c'est le point que l'on appelle périhélie. Et en quel point de la figure la vitesse de la planète sera la plus faible? Eh bien, en ce point que l'on appelle l'aphélie, pour lequel la distance entre la planète et le Soleil est la plus grande. Ce que je viens de vous expliquer maintenant, je vais vous le présenter avec une animation. Alors voici une animation où on vous a représenté en fait une comète.
qui va avoir un mouvement elliptique autour du Soleil. Si je mets l'animation en route, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que plus la comète se rapproche du Soleil, plus elle va vite. Plus la comète s'éloigne du Soleil, plus elle se déplace lentement. On vous a dessiné également les vecteurs vitesse. Alors je vous rappelle que les vecteurs vitesse, ce sont des vecteurs que l'on dessine toujours de manière tangente à la trajectoire et orientée dans le sens du mouvement. Et donc vous constatez que plus la planète se rapproche du Soleil, et bien plus ces vecteurs-là sont longs. Ça veut dire que la norme du vecteur vitesse est plus élevée lorsque la comète se rapproche du Soleil. Voilà, ça c'est tout ce qu'il faut savoir sur cette deuxième loi de Kepler.